Bienvenue à tous. Éco-débat ouvre le débat aujourd'hui sur les nouvelles mutations en cours dans nos organisations professionnelles, plus précisément au niveau des ressources humaines. La crise de Covid évidemment a accéléré les choses. Comment les services des ressources humaines gèrent-ils la crise du coronavirus? Quelles en seront les conséquences sur l'emploi et sur la gestion du travail à court et moyen terme et surtout quelles approches nouvelles pour les emplois de demain? On en parle avec nos invités sur ce plateau. Madame Aniela Vekwaku, vous êtes la directrice générale de l'entreprise Agiloya Afrique. Merci d'être avec nous. Merci. Alors avec nous ici en studio, Monsieur Vincent Cadio, promoteur de l'événement Multiply. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors d'entre deux jeux, ma première question, c'est sans doute la question qui a un peu fâché tout le monde dès le début de cette crise. Est-ce qu'il fallait ou est-ce qu'il faut encore licencier et dans quelles conditions? Parce qu'on sait le contexte économique actuel. Est-ce qu'on peut parler de licenciement dès maintenant? Alors, je pense pas de façon systématique en tous les cas. Voilà. C'est une question qui a fâché parce qu'il y a eu plusieurs positions par rapport au vécu, par rapport à la réalité face à cette crise sanitaire qui n'a pas prévenu et qui est arrivée et qui a un peu chamboulé, même beaucoup chamboulé nos habitudes. Et dépendamment, on va dire, des responsabilités et des fonctions des uns et des autres, tout le monde n'était pas d'accord. Bien évidemment, un salarié ne veut pas se faire licencier. Un DRH n'a pas plaisir à licencier. Un directeur général qui a en face de lui les chiffres se dit qu'on n'a pas d'autre choix en fait que de le faire. Donc je répondrai en disant que malheureusement, et c'est une réalité, on y est venu. On va encore le faire, mais peut-être pas de façon systématique. Il y a peut-être des voies à explorer avant d'arriver à cette décision d'un licenciement. Et justement, ça là, on en venait. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives? Effectivement, il y avait plusieurs solutions. Mais au-delà, avant d'arriver à ces solutions-là, je voulais dire que ça dépend de la nature de la fonction occupée par les personnes qui sont visées par le licenciement. Et la loi même permet, dans certaines conditions, de parler de licenciement. Généralement, il y a deux grandes causes de licenciement. Ça peut être soit les licenciements pour motif économique, soit des licenciements pour faute lourde. Et bon, la faute lourde, c'est vraiment la faute du salarié, etc. Mais avant d'y arriver, il y a tout un mécanisme d'avertissement qui se met en place. Mais ce qu'on a vécu, c'est vraiment ce qui rentre vraiment dans ce cadre-là du licenciement pour motif économique. Et comme le disait Madame tout à l'heure, personne n'avait prévu une telle crise sanitaire avec son impact économique. Et donc, j'ai été témoin de situations assez délicates. Vous avez des entreprises qui prévoient par exemple se déployer d'une certaine façon. Et avec la crise, tout déplacement est interrompu. Le prestataire a dû prendre 10-15 personnes pour satisfaire la demande. Mais une fois qu'on ne peut plus voyager, une fois qu'on ne peut plus satisfaire à ce cahier de charge, le contrat est d'une certaine façon rompu et cet employeur n'a pas d'autre choix que de libérer ces personnels-là. Je pense que ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur qu'ils ont été obligés de le faire, mais il faut comprendre que derrière, en fait, il y a toujours le couple ressources-emploi. Donc, j'ai un emploi à exécuter, pour ça, il me faut des ressources. Si je n'ai plus l'emploi, normalement, je n'ai plus les ressources. Et quand je n'ai plus les ressources, je ne peux pas forcément garder tout le monde. Et donc, il y avait des solutions. On a tenté de jongler en fait avec tout ce qui est possible, notamment proposer à certaines personnes de partir en congé. Okay. Donc des personnes qui n'avaient pas pris de congé depuis longtemps, on leur a proposé de partir en congé. On a proposé dans certains cas un chômage technique pour la période. Pour ceux qui étaient dans des contrats à durée déterminée, pour certaines entreprises ont attendu que ces contrats arrivent à leur terme normal, mais ne les ont pas renouvelés par tacite reconduction comme c'était le cas avant, etc. Donc autant de choses qui ont été mises en place par les entreprises pour rester généralement dans le cadre légal de la loi sans forcément faire un tort trop important aux salariés. Alors je reviens rapidement à Agiloya parce que aussi vous êtes un cabinet de recrutement, vous êtes ces chasseurs de talents. Il peut arriver qu'un fonctionnaire, un employé peut être en mission à l'étranger et il arrive qu'il soit mis en quarantaine ou il soit bloqué pendant une période vraiment assez longue. Est-ce que cela a eu un impact sur le contrat de la personne? Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'au niveau de la loi et de la législation, cela ne devrait pas avoir d'impact. Voilà, nous sommes un peu
plus que le recrutement dans le conseil en ressources humaines. Et donc, nous avons aussi accompagné effectivement des entreprises qui vivaient ces réalités, ces dures réalités-là. Le cas que vous mentionnez ne fait pas fi justement d'un arrêt de contrat. Il faut faire très attention entre ce que la loi nous autorise à faire et ce que nous faisons, enfin les décisions que nous prenons compte tenu d'une réalité aussi. Monsieur le partageait tout à l'heure, les difficultés économiques, il faut pouvoir quand même les manifester, il faut pouvoir en fait les prouver. On vit une situation qui est inédite et certaines entreprises ont évoqué la force majeure, mais il faut faire très attention parce que cette force majeure, il faut pouvoir prouver par A plus B qu'effectivement les mesures gouvernementales prises nous impactent directement et impactent notre activité. Ce qui peut à ce moment-là justifier d'un licenciement ou pas. Pouvoir prouver que effectivement on est en difficulté économique, prouver qu'on va être, sinon, et on ne le souhaite pas, mais en cessation d'activité. Donc c'est vraiment, je veux dire, très, très suivi et très, très réglementé. Donc c'est la raison pour laquelle, en tant que conseil, c'était de partager à ces DRH et à ces dirigeants d'entreprise qu'il fallait explorer toutes les voies possibles avant d'en arriver à un licenciement. J'entends effectivement, comme il était partagé, les congés, mais cela demande un vrai dialogue, cela demande une vraie proximité, d'où le fait de privilégier le dialogue social aussi, faire comprendre aussi la réalité aux salariés qui, voilà, peut-être en faisant un effort commun, prendre conscience du fait qu'on permet à l'entreprise d'être un peu plus pérenne, enfin de pouvoir passer, on va dire, cette crise-là. D'accord, pouvoir passer cette crise. Et on voit aussi vraiment que cette crise de coronavirus a vraiment mis quelque chose en évidence, ou on va le dire, hein, le télétravail. C'est un peu le mot que tout le monde s'est passé durant cette crise. Mais quand on parle de télétravail, il y a quand même des dispositions, il y a des préalables qui doivent être installés, la connexion, les accessoires informatiques. Est-ce que l'Afrique était prête à passer au télétravail? Aujourd'hui, est-ce que le télétravail est une réalité en Afrique? D'accord. Il y a deux bonnes questions. La première question, c'est est-ce que l'Afrique était prête? Difficile de donner un avis sur toute l'Afrique, mais je peux peut-être parler du cas de la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, il y a des entreprises qui étaient prêtes ou qui avaient des mécanismes en place, et il y a des entreprises qui n'étaient pas prêtes du tout. Je travaillais pour une banque il n'y a pas très longtemps qui avait une partie de ses activités externalisées dans un autre pays. Et tout le monde avait des desktops. Parce on est dans un open space, chacun a sa position, chacun travaille. Et quand on confine et que chacun doit rester chez lui et qu'on passe soulever le desktop pour aller à la maison à cause de la connectivité réseau, etc., c'était compliqué. Donc, difficile de dire que l'Afrique était prête pour le télétravail. Quelques entreprises avaient des mécanismes en place, mais je crois qu'en 3-4 mois, la plus grande partie des entreprises, en tout cas qui avaient des capacités financières pour réagir, ont réussi à s'adapter. Je crois qu'avec les mesures de confinement, etc., des entreprises ont fait la mutation, on est passé des desktops au laptop pour permettre aux personnes de travailler. En termes de sécurité, tout ce qui était sur des réseaux fermés, on a développé un peu plus tout ce qu'il y a comme VPN, Virtual Private Network, pour permettre aux gens d'avoir accès à des applications métiers à distance. Donc, c'est des choses forcément qu'on ne donnait pas ou qu'on n'avait pas forcément en ligne de mire avant la crise du corona. Mais durant cette crise, on s'est rendu compte que ce n'était pas des technologies, ce n'était pas du nice to have, mais c'était du must have. Et aujourd'hui, les entreprises qui ont fait le pas, de comprendre qu'aujourd'hui, il peut y avoir une crise aussi grave ou plus grave que celle du coronavirus et qu'il faut pouvoir être prête. On fait l'investissement qu'il faut et ça commence à produire de bons résultats. On a également je ne vais pas dire des startups, mais des entreprises technologiques qui ont explosé durant la crise du coronavirus parce qu'elles avaient une technologie qui avait du mal à convaincre tout ce qui permettait de faire des réunions à distance, des conférences à distance, tout ça peinait à décoller parce qu'on n'avait pas besoin vraiment de travailler à distance, mais tout ça a décollé parce que finalement il fallait s'adapter. Et c'est ça aussi qui est beau dans ce monde, c'est que face à chaque challenge, chaque crise, en fait, on arrive à s'adapter, on arrive à aller de l'avant et on arrive à trouver des solutions idoines. Donc, est-ce que l'Afrique était prête? Je dirais non. Mais quelques entreprises avaient des dispositifs et les ont renforcés pour pouvoir faire face à cette crise. Alors, est-ce qu'on peut dire que le télétravail, c'est l'avenir de l'emploi demain?
Indéniablement, je dirais que oui, bien évidemment, il y a des métiers où on ne peut pas exercer, hein, je veux dire, on ne peut pas télétravailler. Quand on est sur une chaîne de production, a priori, il faut être présent physiquement sur cette chaîne de production. Les métiers de tout ce qui, les kinésithérapeutes doivent aller au contact, je veux dire, de leurs patients et ont besoin d'un dispositif, etc., etc. Mais pour la plupart, on va dire, des métiers, on s'est rendu compte avec cette crise aussi violente qu'elle a pu être et qu'elle est parce qu'elle est encore d'actualité et que finalement on n'a pas d'autre choix que de développer une agilité à nouveau et de cette citation qui dit plutôt que il faut penser le changement plutôt que changer le pansement. Donc ça a été douloureux effectivement et je suis bien en phase avec ce que partage monsieur. Le continent n'était pas prêt avec un focus sur la Côte d'Ivoire, mais tout dépend aussi de l'état d'esprit d'une entreprise, de la culture d'une entreprise. Vous savez, pour que ce télétravail il fonctionne et ça a été dit et redit, il y a un certain nombre de conditions effectivement à mettre en place. Et ça part vraiment de l'état d'esprit, ça parle d'un mindset, ça part d'une conviction de ce qu'on va y arriver, qu'on n'a pas le choix. Donc voilà, c'est ce qui se passe avec la Covid-19, on n'a plus le choix, donc on y va. On y va et on accompagne. Les débuts télétravail en Côte d'Ivoire ont été très douloureux, mais il faut développer cette résilience et se dire qu'on va y arriver. Le télétravail est moins récent sur le continent, on va dire américain, nord-américain, parce qu'ils y sont depuis plus longtemps. Et toutes les entreprises qui ont cette culture-là de se dire qu'on n'est pas obligé d'être en présentiel pour atteindre les objectifs, la performance, l'ont mieux vécu. Donc il ne suffit que de commencer, d'avoir des dirigeants qui sont convaincus, d'avoir des managers et des salariés aussi qui ont envie d'essayer, d'avoir des groupes tests, de pouvoir essayer effectivement plusieurs fois et de ne pas attendre une crise pour que ça nous tombe dessus et qu'on soit dans l'urgence et dans une espèce de réaction plus que de réflexion pour que ça fonctionne. Alors ça c'est une question qui m'est venue pendant que vous étiez en train de parler. Est-ce que le télétravail, il va faciliter certaines choses? Est-ce qu'au niveau de l'employeur, il peut faciliter la tâche dans le fait du télétravail? Est-ce que ça peut amener des réductions sur le salaire parce qu'il y a beaucoup de charges que l'employeur ne prendra pas en charge? Bon, ça... Le débat est sur la table. Le débat est sur la table. Vous savez, quand vous lisez un peu les bilans de beaucoup d'entreprises, on vous dit que en fait, le coronavirus a permis une amélioration du bilan. Parce que en termes de... les gens occupaient moins les bureaux, donc les factures d'électricité ont chuté. L'utilisation, etc., du matériel, tout ça acheté. Et vous avez ce qu'on appelle des coûts cachés, en fait. Le temps que le salarié perd de 6 heures à 8 heures pour venir au travail, le temps qu'il va perdre ensuite lorsqu'il quitte le travail pour aller, etc., tout ça, c'est du temps, entre guillemets, qui était perdu, mais qui avait un coût qu'on ne pouvait pas évaluer, mais ça se ressent dans la capacité du salarié à délivrer un peu plus. Mais vous avez quelqu'un qui s'élève, qui est déjà à la maison, qui prend son café ou son garba ou quoi que ce soit, et qui est directement opérationnel. Vous avez un coût opérationnel amélioré. Et puis, après, la question est, moi je vais être plutôt dans le sens inverse. Les employés finalement se disent, mais tiens, finalement c'est mon électricité que j'utilise, c'est mes conditions que j'utilise, et est-ce que je ne devrais pas être compensé pour ça? Donc peut-être qu'on ne va pas aller vers une réduction des salaires, mais on devrait trouver un équilibre. On devrait trouver un équilibre entre les économies que l'entreprise réalise parce que l'employé en télétravail et également une compensation du salarié d'une certaine façon parce que finalement il allège l'entreprise d'une charge et il devrait pouvoir d'une certaine façon être compensé. Oui. Alors deux questions. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste partager qu'effectivement nous en étant on va dire des intermédiaires, on entend les avis des uns et des autres. Ce que je veux dire par les uns et les autres, c'est donc les employeurs et aussi les salariés. Ce que monsieur dit est vrai, c'est une réalité, mais à côté de ça, certains salariés pas entraînés au télétravail, qui avaient du mal à se responsabiliser et qui n'identifiaient pas du tout leur maison comme un lieu de travail, ont perdu en productivité. Et donc ici, on perd en productivité, il y a un manque à gagner au niveau de l'entreprise aussi. Certains employeurs se posaient la fameuse question de la prime de transport. Mon salarié ne vient plus au bureau, donc est-ce que j'ai encore à payer cette fameuse prime de transport? Le salarié, lui, se dit qu'effectivement, il consomme son internet, son électricité. Logiquement, en étant bien encadré, en étant mis en place, l'entreprise devrait mettre en place une dotation
pour ne pas que le salarié ait à prendre sur ses propres ressources pour travailler. C'est ça, hein, le télétravail. Ce qui est un peu délicat, c'est qu'il n'est pas régi, il n'est pas dans les textes. Donc on s'est retrouvés, les DRH, les spécialistes des ressources humaines se sont retrouvés un peu démunis en se disant comment est-ce qu'on fait pour avancer. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de ne pas agir en tant que pompier. Je pense que c'était un bon exemple pour pratiquer de plus en plus, pour se dire que ça peut fonctionner et pour analyser en profondeur les conditions qui permettent de garantir le succès. Ça se prépare. Ça ne s'improvise pas. Combien même ça s'improvise, on tire les leçons de ce qui s'est véritablement passé pour réajuster pour la suite. Vous voyez, on est encore en crise. Hein. Il y a encore le corona, il y a des chiffres qui recommencent à monter. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça nous, pardonnez-moi le terme, chicote du jour au lendemain pour repartir dans nos travers, ou est-ce qu'on anticipe et on se dit qu'on se prépare mieux que la première fois? Donc voilà, tout dépend d'où est-ce qu'on se positionne. Il y a des avantages, il y a des limites aussi, mais je pense que le secret, c'est de se préparer. C'est de se préparer en termes d'environnement, de conditions, et puis aussi mentalement. Ces fameux directeurs des ressources humaines, certains directeurs généraux n'en voyaient pas la valeur ajoutée et finalement ont vu la valeur ajoutée des directeurs des ressources humaines pendant cette crise parce que c'est eux qui ont dû mettre à jour des politiques de santé aussi pour pouvoir protéger les salariés. On est en crise, on n'est pas à l'abri d'être malade, donc il y a une forte anxiété qui est un fait. Il y a le fait de communiquer parce que c'est nouveau de télétravailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous assure que ce n'est pas tous les managers qui s'en occupaient. Hein. Beaucoup se tournaient vers le directeur des ressources humaines qui devait avoir en tout cas la solution à tout. Et puis aussi de s'assurer, il est devenu même le super informaticien. Il s'est rapproché de la direction informatique pour mettre en place ce qu'il faut pour ces remote workers en fait. Donc voilà, tout dépend. C'est ni blanc ni noir. C'est plus, on va dire, c'est plus nuancé. Mais plus on est préparé, plus a priori ça devrait fonctionner. Mais il y a une histoire de mindset aussi à travailler et à accompagner. Mais indéniablement, on va vers ça. Alors côté préparation, est-ce qu'il faut aller, je me projette un peu, il faut aller dans des projets de loi ou des lois pour encadrer le télétravail? Parce qu'on sait que quand vous êtes à la maison, c'est vrai, vous avez l'ordinateur devant vous, on a vu des images sur Internet où le monsieur, il est bien en costume et en bas, on le voit en short parce que il s'occupe en même temps des enfants, qui ne peuvent pas partir à l'école. Est-ce que c'est encadré? Est-ce que pendant le télétravail, l'employé il est permis à des pauses? Vraiment, comment est-ce que cela doit être fait? Non, manifestement, il faut travailler le sujet. Je crois que c'est vraiment un sujet à travailler parce que c'est nouveau pour tout le monde. Et il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer avec des textes de loi, avec tout ce qui accompagne, comme mesure compensatoire, comme un minimum de matériel de travail. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Et ce que je pense aussi également, même les hommes, Madame parlait tout à l'heure du DRH, mais au-delà du DRH, tous les managers qui sont Bien là, sûr. il faut arriver à manager des gens que tu ne vois pas, que tu ne vois plus, que tu ne contrôles pas directement. Avant, quand il est devant toi, quand il prend son téléphone, 5 minutes, 10 minutes, tu peux lui dire « Ah !» Tu vois. Mais là, maintenant, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il travaille vraiment? Est-ce qu'il n'est pas quelque part d'autre? Est-ce que, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a une profonde mutation qu'il faut. Donc, non seulement dans les outils technologiques, donc également, ce message, c'est pour l'Afrique, on est vraiment resté en retrait des technologies. On est resté, on aime le contact, on s'est dit, ça ne pourra pas être tout le temps comme ça. Donc, il faut qu'on accepte de se rapprocher des technologies, utiliser la technologie pour vraiment arriver à faire ce qu'on a à faire. Et puis également, mieux former les hommes, mieux équiper les hommes, parce que gérer une équipe à distance, ce n'est pas la même chose que gérer une équipe que vous avez en face de vous. Et il faut pouvoir aussi également encadrer cela. Et puis même en termes de vous savez, il y a ce qu'on appelle le bien-être au travail. Le fait d'être dans une certaine condition, dans une certaine atmosphère, ça te dispose à travailler d'une certaine façon, que tu n'as pas forcément quand tu es chez toi ou que tu ne peux pas totalement recréer lorsque tu es chez toi. Si tu travailles à la maison et que ta voisine pile le foutu et que sa petite fille crie comme tout, c'est pas possible souvent de se concentrer et d'être très productif. Donc je veux dire, il y a vraiment, c'est nouveau, il faut remettre les choses à plat, analyser, structurer,
proposer des moyens, accompagner, former. Et c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Tout à fait. Alors, je suis d'accord. Pardon, c'est juste pour aller dans le sens de monsieur. Et il y a juste quelque chose que je voudrais partager. Cette crise-là, elle met aussi en lumière que plus que jamais, les managers, les directeurs des ressources humaines, enfin les managers de ces équipes devront, je dirais, augmenter le H de l'humain. Parce que qu'est-ce qui va permettre finalement à un salarié de se responsabiliser vis-à-vis de ce qu'il a à faire, à un manager d'être en confiance? C'est la relation en fait qu'ils établissent. Donc plus que jamais, en plus de ces technologies qui sont nécessaires, vous savez, quand vous avez un engagement vis-à-vis de votre manager et que vous avez quelque chose qui vous lie à lui, vous vous sentez quand même aussi responsable. En plus de vous responsabiliser vous-même par rapport à ce que vous avez à faire. Donc ce que nous avons observé, c'est que les managers qui avaient déjà, avant Corona, réussi à créer cette espèce de cohésion d'équipe et qui étaient très très proches de leurs équipes, ont peut-être eu un peu moins de difficultés avec des coups de téléphone, avec des rendez-vous via les plateformes digitales. On ne citera pas de nom pour ne pas faire de publicité. Mais il y a un attachement, il y a une solidarité, il y a vraiment cet esprit de collectif, d'avancer ensemble et se dire qu'on fait tout ça finalement pour nous. Donc développer l'humain, c'est essentiel parce que c'est de l'humain dont il est question en fait avant tout. C'est l'humain qui manipule toutes ces technologies et encore une fois la responsabilisation. Après il y a des réalités, effectivement quand la voisine pile le foutou, l'enfant et tout ça, bon ça demande des techniques et de se dire bon au moment où elle ne pile pas le foutou, c'est peut-être à ce moment-là que je vais me concentrer pour avancer dans ce que j'ai à faire et que matériellement je ne pourrai pas être concentré 8 heures dans la journée mais 4 heures. Mais ça peut être 4 heures encore plus productif parce que pendant ces 4 heures, je n'ai plus les pauses que je faisais avec mes collègues, je n'ai plus les demandes qui arrivent et je peux vraiment optimiser en fait ces 4 heures-là. Mais ça demande de l'exercice. J'ai moi-même personnellement fait du télétravail pendant 10 ans. Je vous assure que la première année, je ne l'ai pas vécu, j'ai plus subi que comme au bout de X années. Et quand on apprend à se connaître, parce que c'est aussi la clé, comprendre son environnement et de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser, ça facilite vers plus de productivité. Alors parlons de productivité, je dis tout à l'heure vous avez pris l'exemple de cette personne qui maintenant avec la Covid va se concentrer pour travailler pendant 4 heures de temps. Est-ce que finalement cette crise-là ne nous a pas montré l'utilisation efficiente du temps de travail? On voit des personnes qui arrivent au travail à 8 heures du matin, mais ce qu'ils ont à faire, je dis n'importe quoi, ça tient dans 30-45 minutes, mais la personne est obligée d'être là parce que c'est dans son contrat. Oui, c'est du présentéisme. Oui, je crois qu'on a appris à gagner en efficacité. Quand on doit tout faire en réunion virtuelle, on apprend à gagner en efficacité, on apprend à se discipliner, on apprend à être ponctuel. Je dis, une réunion physique, les gens... Si c'est 9h, un va se mener à 9h, bon, un à 8h45 qui va bouder tout le monde à 9h, et puis tout le monde va s'amener de 9h jusqu'à 9h30, on commence. Mais en télétravail, on s'est rendu compte qu'en fait, l'heure c'est l'heure et le temps c'est le temps. Parce que quand tout le monde fait l'effort de se connecter à ce moment-là et que toi, tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard tout le temps, ça désorganise le travail. Donc oui, je crois qu'il y a, sur ce côté-là, ça nous a appris en fait à mieux gérer le temps. Et si tout le monde doit travailler ainsi, qu'on a des réunions qui se suivent, qui sont consécutives, on ne peut pas traîner en longueur comme on le fait actuellement dans les réunions. On cause, on parle d'autres choses, du village, après on revient, etc. Là, on est obligé d'aller straight to the point, faire ce qu'on a à faire, se libérer parce qu'on a le temps de travailler. Et puis également, ça a permis en tout cas dans les organisations où j'étais, ça a permis de redonner, ça a permis au management de redonner de la confiance au staff. Parce que tu n'es plus sur son dos, tu ne peux plus être sur son dos constamment. Tu dois lui donner les choses et tu dois pouvoir lui donner la latitude de pouvoir les faire. Et donc, on a vu quand même, au cours de cette crise, dans quelques entreprises, un développement de certains talents. Donc, vous avez des personnes qui n'arrivent peut-être pas à s'exprimer parce que, bon, ils sont dans un environnement, etc. Mais lorsqu'on les responsabilise, vu qu'on ne peut pas être derrière, finalement, qu'ils prennent de l'essor, de l'envol et qui arrivent à émerger. Et donc, je crois que oui, je crois qu'on a de bonnes leçons. La crise n'a pas eu que des impacts négatifs, mais il y a quand même ce côté positif-là. Et puis également, ça a accéléré d'une certaine façon la digitalisation. Accélérer la digitalisation. Alors une demi-heure, c'est vrai que c'est vraiment très peu pour aborder un sujet aussi important. Alors rapidement, en une minute, si vous aviez, on va dire,
un mot, des propositions, des perspectives pour réinventer les codes des DRH, qu'est-ce que vous aurez à dire? Moi, je parlerai d'état d'esprit et de se dire que ce que nous vivons, aussi difficile que ce soit, que cette forme en tout cas soit, ça nous est venu pour qu'on puisse se forcer à se réinventer. Et encore une fois, de penser et d'anticiper ce changement qui est inévitable. 2020, 2021 n'ont pas ressemblé à l'année 1900 ni à l'année 1800. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il faut penser le changement plutôt que changer le pansement, parce que plus on va être dans l'anticipation, plus on va être performant, et de développer vraiment cet état d'esprit, de se dire que rien n'est figé, rien n'est garanti. Et quand on part... quand on se positionne comme ça, on a moins de difficultés, on va dire, à accompagner la vague quelque part de la vie, parce que ce que nous vivons, c'est la vie en fait, qui est en permanence en mutation et en évolution. Alors, M. Vincent Cadio. Ok, alors ce que je peux dire, deux choses essentiellement. La première chose, c'est du côté du salarié. Les choses ont changé, elles vont peut-être plus jamais redevenir comme avant. Donc il faut, en tant que salarié, s'approprier cette technologie et puis s'approprier le fait qu'on n'aura pas forcément son manager à côté tout le temps pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Il faut se développer, il faut grandir, il faut prendre ses responsabilités et arriver à travailler dans ces conditions. La deuxième chose, c'est du côté des entreprises, comprendre que la technologie, il faut l'embrasser plus tôt que tard. Il faut apprendre à maintenant prospecter sans forcément être en train de taper aux portes. Il faut apprendre à conclure des contrats, des marchés sans forcément avoir la personne en face où lui fait un clin d'œil, ou fait un sourire, alors l'influencer avec un petit truc. Il faut arriver à se développer parce que c'est à ce prix-là que en fait, l'Afrique deviendra aussi compétitive que les autres continents. Alors nous étions avec Monsieur Vincent Cadio, vous êtes cadre de société mais aussi promoteur de l'événement Multiply, et avec vous dans ce studio Madame Agnella Vekwaku, directrice de l'entreprise Agiloya Afrique, cabinet de recrutement. Merci encore d'avoir partagé vos expériences et donné vos points de vue face à cette situation. Les DRH ou comment réinventer les codes des ressources humaines en Afrique. C'était le thème de notre émission. Mesdames et messieurs, agréable suite au programme sur nos antennes.